Bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Si vous voulez bien, nous allons commencer ce conseil communautaire dernier de l'année, en principe. Donc je vais commencer par faire l'appel. Gérard Fromm présent, Nicole Guérin, Francine Dardenne, Éric Pétieux, Catherine Guigli. Alors, Fanny Bovetto a donné pouvoir à M. Jeffal, Maurice Dufour, Yvon Aiguier, Gilles Martinez m'a donné pouvoir, Marie Marchello, elle arrive, Alain Prorel, Madame Petley, M. Jeffal, Madame Jiménez, M. Romain Grisca. Il a été donné ? Ah oui, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, madame, excusez-moi. Madame Valdener. Présente. Monsieur Monnier a donné pouvoir à madame Mulac. Madame Mulac est présente. Monsieur Vioujas. Monsieur Sevrez. Madame Anne-Marie Forjoux présente. Monsieur Roger Guglielmetti présent. Monsieur Guillermite présent. Monsieur Jean-Louis Chevalier, il est là. Monsieur Pierre Leroy aussi. Monsieur Jean-Marius Barnéou a-t-il donné pouvoir à Monsieur Vioujas? Non. Non. Madame Catherine Blanchard a donné pouvoir à Monsieur Galliano. Madame Martine Alire. Alors Monsieur Galliano et Monsieur Pétieux vient d'arriver. Monsieur Gilles Perly. Comment? Ah oui, il vous a donné pouvoir. Monsieur Salle est présent, Monsieur Olivier Fons est présent, Monsieur Sébastien Fine est présent, Monsieur Olivier Fons est présent, Madame Patricia Arnaud est présente et Monsieur Perrineau a donné pouvoir à Madame Arnaud. Et bien voilà, il nous faut désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Tout le monde se précipite. Qu'est-ce qu'il y a? Thierry, il n'y est pas? Ah ben si, je l'ai noté. Monsieur Thierry Boucher est présent. Alors, secrétaire de séance. Monsieur Salle. Avis. Un secrétaire suppléant ou une. Non, malheureusement, il n'y a pas d'indemnité. Allez, fonce. Olivier. Très bien. Alors, l'ordre du jour. Donc, approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du mardi 13 novembre 2018. Y a-t-il des remarques concernant ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Ensuite, nous avons le compte-rendu des décisions du président prises au titre des délégations consenties par le Conseil, conformément aux dispositions des articles L2122-22, L5211-2 et L5211-10 du CGCT. Y a-t-il des questions? Non. On peut le mettre aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Et le compte-rendu des décisions du bureau. Décision du bureau prise au titre des délégations idem, hein, c'est les mêmes articles du CGCT. Questions? Pas de questions? Vote? Abstention? Vote contre? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Et compte rendu des arrêtés pris par moi-même. Pas de questions? Pas d'interrogations? Donc je le mets aux voix, ce compte-rendu des arrêtés. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Nous allons donc aborder maintenant
les délibérations de ce conseil communautaire. La première délibération concerne la modification des statuts de la communauté de communes du Briançonnais. Donc, la proposition que nous faisions de modifier les statuts de la communauté de communes du Briançonnais fait suite à celle intervenue par délibération du Conseil communautaire le 19 décembre 2017 et aux évolutions induites par la loi 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre des compétences eau et assainissement des communautés de communes. Donc, il est proposé au Conseil communautaire d'intégrer une nouvelle compétence optionnelle, création et gestion de maisons de services au public, donc MSAP, et définition des obligations de service public y afférentes, en application de l'article 27-2 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de procéder à la suppression de la compétence assainissement des eaux pluviales, laquelle est devenue facultative en application de la loi 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et de restituer celles-ci aux communes. De modifier la compétence facultative relative à la fourrière animale afin d'exclure du champ de cette compétence la capture des animaux en divagation qui sera restituée aux communes. Il est précisé que ces modifications sont proposées à compter du 1er janvier de l'année à venir, donc 2019. Une fois approuvés par délibération du Conseil communautaire, les nouveaux statuts devront faire l'objet de délibérations d'approbation concordante des conseils municipaux des communes membres, se prononçant à la majorité qualifiée dans un délai de 3 mois à compter de la notification au maire. La modification des statuts ainsi approuvés sera entérinée par arrêté préfectoral. Je saisirai la commission locale d'évaluation des charges transférées CLECT, conformément à l'article 1609C noni du Code général des impôts susvisé et dresser les procès-verbaux de mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées. Le bureau du 26 novembre 2018 a émis un avis favorable sur ces propositions. Donc, nous sommes appelés à délibérer sur ces propositions et à les voter éventuellement. Monsieur Pétier. Monsieur le Président, bonsoir. Juste pour information, concernant la gestion des maisons en service public, est-ce que vous avez déjà des projets prédéfinis, des projets sous-jacents par rapport à ces maisons de service public? Ils sont plus que sous-jacents. Nous avons été sollicités par la préfecture. Nous avons eu plusieurs réunions, entre autres avec la présidente du tribunal de Gap, pour pouvoir intégrer les locaux de la Maison de la Justice et du Droit, pour partager les locaux entre la MSAP et la Maison de la Justice et du Droit, parce qu'il nous a semblé que ce n'était pas la peine d'avoir de nouveaux locaux pour faire ces choses-là, dans la mesure où les locaux de la Maison de la Justice et du Droit ne sont pas utilisés à temps plein. Je trouve ça tout à fait judicieux et puis c'est tout à fait d'actualité. Nous sommes tout à fait d'accord. Y a-t-il d'autres questions? Des réflexions sur la mobilité de cette MSAP aussi. Oui, alors il y a un autre aspect de la MSAP que me souffle Sébastien Fine, à savoir, nous avons fait la proposition d'avoir, à partir de cette MSAP ancrée à Briançon, la possibilité d'avoir une mobilité par l'intermédiaire de la personne qui sera à la MSAP pour aller sur le terrain dans les différentes communes dans des conditions qui seront à définir entre nous, de manière à ce que les gens ne soient pas obligés de se déplacer à Briançon. Donc on mettra aussi une mobilité pour pouvoir répondre aux questions et aux problèmes qui se posent à un certain nombre de gens. Voilà. Voilà le complément que je voulais apporter. Pas d'autres questions? On peut mettre la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie.
Alors, la délibération suivante a pour but de définir l'intérêt communautaire de la CCB au regard de ses diverses compétences. Il est rappelé que des compétences obligatoires ou optionnelles sont soumises à un intérêt communautaire. L'intérêt communautaire permet de définir ce qui, au sein d'une compétence donnée, relève de la communauté de communes, le reste demeurant de la compétence communale. Il appartient au Conseil communautaire de déterminer l'intérêt communautaire par une délibération prise à la majorité qualifiée des 2/3 des membres. Il est proposé de définir l'intérêt communautaire des compétences suivantes. Pour la compétence création, réalisation et gestion d'équipements touristiques et la participation à des opérations visant à promouvoir le tourisme à vocation pédagogique et scientifique, déclarée à intérêt communautaire, et déclarer dans ce contexte particulier d'intérêt communautaire l'équipement Maison de la Géologie situé sur la commune de Puy-Saint-André. Pour la compétence politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire sont déclarées d'intérêt communautaire l'observation, c'est-à-dire un observatoire des dynamiques commerciales, l'élaboration, l'adoption d'une stratégie intercommunale de développement commercial et artisanal, et accompagné de plans d'action, l'expression d'avis communautaires au regard de la réglementation applicable à la commission départementale d'aménagement commercial, la fameuse CDAC à laquelle nous siégeons éventuellement les uns ou les autres pour l'installation de surfaces de commerce de plus de 1000 m². Expression d'avis communautaire au regard de la réglementation, donc c'est ce que je viens de dire, opération de soutien au commerce et à l'artisanat s'inscrivant dans des programmes d'études ou d'aide en faveur de l'initiative publique dans le cadre d'un processus contractuel avec l'État, exemple FISAC, exemple opération de revitalisation territoriale ou autre. Pour la compétence construction, aménagement, gestion, entretien d'équipements culturels d'intérêt communautaire sont déclarés d'intérêt communautaire le théâtre du Briançonnais à Briançon, le conservatoire intercommunal de musique, danse, théâtre à Briançon, l'atelier intercommunal des beaux-arts à Briançon et le cinéma art et essai, l'Éden à Briançon. Pour la compétence soutien aux centres sociaux, soutien aux structures ayant reçu l'agrément centre social de la Caisse d'allocation familiale et déclaré d'intérêt communautaire dans les limites fixées par une convention d'objectifs approuvée par le Conseil communautaire et déclaré d'intérêt communautaire le centre social, si 35 rue Pasteur à Briançon, appelé aussi MJC. Pour la compétence création, aménagement, entretien et gestion des structures d'accueil d'intérêt communautaire de la petite enfance s'adressant aux enfants de moins de 4 ans et s'attachant à la satisfaction des attentes manifestées par la population résidant de façon permanente dans le Briançonnais, sont déclarés d'intérêt communautaire la crèche La Mège à la Grave, la crèche Les Éterlous au Monetier-les-Bains, la crèche Les Lutins des Alpes à la Salle, la crèche Guisane à Saint-Chaffray, la crèche des Petites Boucles à Briançon, la crèche Durance à Briançon, la crèche des Marmots du Mélézin à Villars-Saint-Pancras et la crèche Les Sourires à Montgenèvre. Enfin, pour la compétence action sociale d'intérêt communautaire est déclarée d'intérêt communautaire l'aide sociale en matière de transport scolaire. Voilà. Là aussi, le 26 décembre 2018, le bureau a émis un avis favorable à ces propositions. Et donc, je vous demande, dans un premier temps, de poser des questions. Voilà. Monsieur Pétieux. Oui, Monsieur le Président, j'aurais besoin d'un éclaircissement sur le point 2 pour la compétence politique locale du commerce. Je voudrais savoir par quelles actions ça se traduirait dans un futur proche, mis à part ce qui est déjà généré par Altipolis et ce qui est organisé sur cette structure. Eh bien, les opérations FISAC à venir, il y en a encore une qui est en cours dans le cadre de l'opération Cœur de Ville, non pas le Cœur de Ville de Briançon, mais le Cœur de Ville mis en place par l'État au mois de mai de cette année. En dehors de ça, il y a les problématiques d'observatoire dynamique commerciale que nous n'avons pas pour l'instant. Oui, c'est surtout pour ça que je demandais. Qui me semble intéressant et à faire de concert avec
la chambre de commerce et d'industrie et les chambres consulaires en général, CCI et les artisans. Merci, Monsieur le Président. D'autres questions? S'il n'y en a pas, je mets donc la délibération en voix. Quels sont ceux qui sont contre, s'abstiennent? Très bien, donc à l'unanimité, les aides sociales en matière de transport scolaire. Donc il nous faut fixer les conditions, les critères d'éligibilité et les montants de l'aide versée par la CCB pour l'année scolaire 2018-2019. Donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui organise le transport des élèves depuis qu'elle en a eu la compétence vers leurs établissements scolaires en dehors des trajets inclus dans le ressort territorial des autorités organisatrices de la mobilité, agglomération et communes avec réseau urbain, donc c'est le problème de Briançon et de Gap pour le reste du département. La région PACA a décidé d'une augmentation significative au 1er septembre 2018 des transports scolaires qu'elle assure sur les Hautes-Alpes. La participation des familles pour l'année scolaire 2018-2019 est la suivante, donc 110 € pour les élèves demi-pensionnaires, 80 € pour les élèves internes transportés sur les lignes du réseau régional hors TER et LER, 10 € pour les élèves dont les familles ont un quotient familial inférieur à 700 €. Face au mécontentement qu'a suscité la nouvelle tarification, la région a proposé à titre palliatif une aide de 50 € par élève transporté, aide qu'elle pourrait verser aux communautés de communes, à charge pour les communautés de communes de reverser ce même montant aux communes qui elles-mêmes le reverseraient aux familles concernées. Cette aide de la région prendrait la forme d'un fonds de concours en investissement versé aux communautés de communes pour un projet à définir, les communautés de communes devant ensuite reverser cette aide aux communes ou aux familles. Pour que la CCB puisse effectivement reverser cette aide, la CCB a délibéré pour déterminer l'aide sociale au transport scolaire, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, d'intérêt communautaire. Autrement, on n'avait pas les moyens de reverser ces sommes. Donc le Conseil communautaire est appelé à fixer le montant des modalités et critères du versement par la CCB de l'aide sociale en matière de transport scolaire comme suite. Aide exceptionnelle de la CCB pour l'année 2018-2019 accordée aux communes pour les élèves transportés issus du territoire des 13 communes de la CCB, titulaires d'un titre de transport annuel acquis auprès de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'année scolaire 2018-2019. L'aide ne sera accordée qu'une seule fois pour l'année scolaire. L'aide de la région reçue par la CCB sous forme d'une bonification au titre des transports scolaires, d'une subvention régionale à un programme d'investissement intercommunal sera reversée par la CCB aux communes concernées sur présentation des élèves, de la liste des élèves de la commune titulaire d'un titre de transport comportant les coordonnées du titulaire du titre du transport ou de son représentant légal, ainsi que le tarif dont il s'est acquitté auprès de la région, liste fournie par la région, validée par les communes. Les communes devront s'engager à reverser au titulaire du titre de transport ou à son représentant légal le montant de l'aide perçue par la CCB, selon le tarif fixé par la CCB ci-après. Le montant de l'aide exceptionnelle de la CCB pour la saison scolaire 2018-19 est fixé comme suit: 50 € par élève titulaire d'un titre de transport 2018-2019 délivré par la région PACA au tarif de 110 € par élève, 36,50 € bien sûr, élève titulaire d'un titre de transport 2018-2019 délivré par la région au tarif de 80 €, c'est les demi-pensionnaires dont on parlait tout à l'heure. Aucune aide ne sera allouée pour les élèves titulaires d'un titre de transport 2018-2019 délivré par la région PACA au tarif de 10 €. Je rappelle que dans le département, jusqu'à présent, le tarif qui était demandé était de 15 € pour l'ensemble des élèves. Voilà, pour le recensement des élèves du territoire briançonnais transportés par la région, vous avez la liste qu'il faudra contrôler éventuellement fournie par la région au 23 octobre 2018. Voilà ce qui donne
des abonnements qui varient selon les communes, qui vont de 8 à Briançon, 18 à Servières, 43 à La Grave, 47 à La Salle, 50 à Monetier, 32 à Montgenèvre, 24 à Névache, 52 à Puy-Saint-André, 39 à Puy-Saint-Pierre, 117 à Saint-Chaffray, 44 à Val-des-Prés et 33 à Villard-d'Arène. Voilà. Donc ça, ce sera, vous aurez le listing, ce sera à vous de vérifier effectivement qu'il y a bien concordance entre le montant payé et la présence de ces élèves sur le territoire. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Madame Mulac. Oui, merci. Il m'a été rapporté par une personne de La Grave que les transports scolaires ne perdureraient pas au-delà de 2 ans, que dans 2 ans, il n'y aurait plus rien. C'est une... Je pense qu'effectivement, c'est des on-dit, des interprétations. Le transport scolaire existe, par contre, on a deux types de transport pour l'instant, un sur Bourdoisan et un sur Briançon. Et les parents d'élèves ont été amenés à se prononcer, à savoir quel était le transport qu'ils souhaitaient au terme des 3 ans de scolarité engagée. Donc le vote s'est porté sur Briançon, donc il y aura un transport scolaire sur Briançon et on abandonnera celui de Bourdoisan, bien sûr. Oui, je vous en prie. Oui, effectivement, au printemps, la région avait sollicité les parents d'élèves et on avait accordé un délai de 3 ans pour pouvoir faire ce choix. Il semblait important, étant donné les conditions qui avaient amené les parents à choisir tel ou tel lycée, vu les difficultés liées au Chambon, il nous avait semblé important que les gens puissent faire un choix dans 3 ans. Donc c'est pour ça que dans 3 ans, bien évidemment, un des 2 transports sera... Aujourd'hui, il y en a 2. Les enfants ont le choix, mais dans 2 ans, il faudra qu'ils choisissent. Et ils l'ont choisi, le lycée d'altitude de Briançon. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a été assez intransigeant sur les conditions de déneigement du col du Lotari. Parce que le transport scolaire sera amené à venir tous les matins sur Briançon. Voilà, Monsieur oui, Sevrez. Oui, merci. Juste pour compléter, c'était surtout les 3 ans, c'était pour que les enfants qui avaient commencé leur scolarité d'un côté aient le temps d'aller au bout du cycle du collège. Voilà. Collège et lycée. Collège, parce collège. Que de l'autre côté, c'est que collège. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc le choix, en fait, c'est sur les collèges, entre le collège de Bourdoisan et avec un retour tous les soirs, je crois. Hein. Très bien. Madame Dardenne. Oui, merci Monsieur le Président. Cette délibération, quand je l'ai lue, j'ai considéré que c'était quand même un peu l'usine à gaz. Du coup, ça m'a interpellée parce que je me suis demandé exactement comment on allait procéder pour... vérifier, voir au niveau des communes quels étaient les enfants concernés, etc. Alors heureusement, Briançon est concerné que pour 8 enfants. Donc j'ai demandé à Madame Rice de voir justement quels étaient les éléments qu'elle avait pour pouvoir nous présenter cette délibération et les chiffres savoir comment avaient été donnés ces chiffres. Donc c'est effectivement bien la région qui nous a donné ces chiffres, mais qui, d'après ce que j'ai compris, reste à vérifier, parce que peut-être qu'il y a des enfants qui ont abandonné entre-temps leur scolarité. Enfin, j'ai un petit peu du mal à voir comment chaque commune va travailler sur cette affaire. Bon, je vous dis, nous, 8 élèves, ça va. Quand je vois Saint-Chaffray, 117, bon, c'est le problème de Saint-Chaffray, mais du coup, ça m'interroge, la façon dont ça se passe. Ensuite, je me pose des questions sur cette délibération. Est-ce qu'elle concerne aussi, là pour l'instant, elle concerne que l'année scolaire 2018-2019. Est-ce qu'il y aura dans les années à venir cette même aide? Est-ce qu'on est sûr que la région apporte cette aide? Parce que d'après il y a un courrier, je crois, qui a été envoyé à la région, mais il y a
pas de réponse à ceux actuellement. Voilà, je posais un petit peu toutes ces questions parce que pour moi, c'est pas très clair. Je vous remercie des réponses, ou peut-être Madame Catherine, excuse-moi, Anne-Marie, si tu peux nous éclairer. Alors, donc je vous rappelle que au niveau des 6 départements, il y avait une disparité énorme dans le coût qui était facturé aux familles. Nous avions la chance d'avoir un département qui prenait en charge une grande majorité de ce coût, puisque le reste à charge des familles était de 15 €. Il y avait d'autres départements, les Alpes-Maritimes et notamment le 04, où on était à plus de 200 €. Donc pour arriver à avoir une égalité, non plus à l'échelle des territoires départementaux, mais du territoire régional, il a été décidé de faire une cote mal taillée, et du coup certains ont payé, et c'est sûr que la grande majorité a été très satisfaite, beaucoup moins cher. Par contre, le département des Hautes-Alpes, qui lui avait cette chance-là, les élèves ont payé, les familles payent beaucoup plus cher. Donc dans un souci un petit peu d'apaiser les choses, la région a décidé pour une année scolaire de participer à cette hauteur-là. Pour la suite, eh bien, il faudra bien évidemment qu'on refasse une demande, qu'on soit mobilisé, mais aujourd'hui, on n'a pas la certitude que cette aide continue. Voilà. Donc, en tous les cas, et toujours dans un souci d'égalité au sein du territoire. D'accord. Donc là, pour cette année scolaire, c'est validé. Et donc, cette aide, elle va être attribuée à la CCB. La CCB va reverser aux communes. Chaque commune va vérifier l'identité. Comment ? Non, mais normalement, les enfants ont souscrit le transport auprès des secrétariats des communes. Donc nous, on a déjà recensé tous les gens qui ont effectivement payé leur transport. Et pour ce qui est de la commune de Villard-d'Arène, depuis le début du mois d'octobre, enfin même depuis le 15 septembre, on a remboursé, nous, déjà les parents de ces 50 €. Donc c'est simplement la CCB qui va permettre à la commune de récupérer l'avance qu'elle a été obligée de faire, compte tenu des délais longs de toutes ces discussions et de ces aboutissements. Pour tout le monde, mais enfin peut-être qu'à Villard-d'Arène. Oui. Oui, parce que la question que posait Madame Dardenne, je vous donnerai la parole après, Monsieur Pétieux. Effectivement, nous avons écrit au président de la région le 20 novembre pour savoir si effectivement nous étions toujours dans les purs. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Mais... On est en plein débat. D'accord. Enfin bon, a priori, il n'y a pas de problème. Pour 2018-2019. Non, non, mais c'est mieux quand on le sait. Quand on sait que c'est sûr. Oui, absolument. Bien, Monsieur Pétieux. Oui, je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer mon mécontentement concernant cette situation. Je voudrais bien que la région intègre un petit peu plus la ruralité et tout ce qui en découle un petit peu dans ses orientations. Oui, pour aller dans le même sens, au-delà de la ruralité, il y a aussi tout le problème de nos vallées qui font qu'il y a des enfants qui sont tout au fond des vallées du Queyras, à Névache, au fond de la vallée à Pelvoux, et ainsi de suite. Et les conditions de montagne font que, effectivement, je pense qu'on n'est pas dans la même situation que les autres départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais bon, voilà, c'est ce qui a été décidé. Moi, personnellement, je rappelle ma position. Lors de la CLECT, et vous y étiez, j'avais dit à l'époque, puisqu'au départ, il n'était pas question d'augmenter, j'avais demandé au DG de l'époque, lorsqu'on a vu la réunion de la CLECT, je lui avais dit qu'il semblait qu'on parlait d'une augmentation, enfin d'un paiement du transport. Il m'a dit, il n'en est pas question. Bon, ça n'a pas duré longtemps, là, il n'est pas question, puisque 2 mois après, le couperet est tombé et qu'effectivement, on est passé de 15 € à 110 €. Voilà. C'est un peu dommage sur nos territoires. C'est vrai que pour aller dans le sens de M. Pétieux, le problème de la ruralité, le problème de la difficulté déjà de nos enfants à se déplacer et à se lever, par exemple, 1 heure ou 1 heure et demie avant les autres, ceux qui sont en ville et ailleurs, fait que on aurait pu espérer d'avoir un regard plus compatissant sur nos territoires. Mais bon. Oui, Madame Guigli. Oui, je souscris complètement à vos propos, et puis je pense que l'équité territoriale ou régionale, elle a bon dos parce qu'elle peut se faire dans les deux sens. En faveur des familles aussi, elle peut se faire. Voilà.
Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Il doit y avoir de l'égalité territoriale au départ, parce que le coût doit être le même pour tous les enfants. Après, il peut y avoir une prise en compte de la spécificité des territoires, ce qui est réalisé aujourd'hui. Voilà, donc il était évident de dire à des enfants du 84 ou du 04 que 250 € c'était trop, et eux ont été ravis de cette baisse de tarifs pour arriver à une égalité des tarifs. Par la suite, on peut avoir une discussion sur la spécificité des territoires. Le résultat qu'on a aujourd'hui. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres... Oui, monsieur Finn. Moi, simplement, il y a quand même une chose importante à retenir dans cette délibération, c'est qu'elle est sur un seul coup, one shot. Il faut vraiment que les élus et les maires des communes soient très clairs sur le fait que cette aide, elle n'est pas pérenne et elle s'effectuera cette année. Si les familles reviennent à la rentrée prochaine et que l'aide n'est pas mise en place, j'ai grandement peur qu'on se retourne soit vers les collectivités ou vers la communauté de communes en disant bah oui, l'année dernière vous l'avez financé, pourquoi cette année vous le refinancez pas? Donc c'est des explications sûrement à donner tout de suite. Ça c'est la première chose. Et puis je reviens sur les équités, l'égalité. Au niveau des départements, comme les départements du Var et notamment proches des grandes agglomérations, le service rendu est identique au service rendu ici, c'est-à-dire une rotation le matin pour amener les élèves à l'école et une rotation le soir pour les ramener en fermeture de lycée ou de collège, où il y a beaucoup plus de rotation dans la journée parce que le service aussi, est-ce qu'il est dimensionné à la même échelle au niveau des territoires périurbains que dans les territoires ruraux? Parce qu'à l'heure actuelle, c'est aussi une vraie difficulté pour les familles dans lesquelles on peut pas, par exemple, un gamin qui commence à 9h, s'il n'y a pas ce service-là, c'est la famille qui va s'en charger pour l'amener au niveau du collège et il attendra 17h ou 18h pour le lycée pour reprendre le transport du soir. Voilà. Et ça, c'est un questionnement dont je n'ai pas forcément la réponse ce soir. Le débat est clos. Donc je mets cette délibération. Comment? Non mais pour ce soir. Non mais il est pas... on peut vous le garantir. Donc je mets cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? À l'unanimité, je vous remercie. Souscription à une augmentation du capital de la SPL, Agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, la SPL Area PACA a été créée pour conduire des opérations sur des bâtiments, des équipements publics en matière d'aménagement, de construction, de réhabilitation, de gros entretiens, de maintenance, de gestion en région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le compte de ces collectivités locales actionnaires, avec pour principe de mobiliser le tissu économique régional, d'agir en respect total de l'environnement et du développement durable, de maintenir une haute compétence, une fiabilité juridique sans faille dans toutes les opérations. Dans le cadre des études de faisabilité d'un pôle culturel au sein de la ZAC Cœur de Ville, la CCB pourrait faire appel à la SPL Area pour ce faire. Donc c'est dans le cadre culturel, c'est-à-dire c'est dans l'hypothèse où effectivement on créerait un théâtre dans la zone de la ZAC Cœur de Ville. La CCB pourrait faire appel à la SPL Area pour se faire une procédure d'augmentation du capital de la SPL avec émission d'actions nouvelles doit être engagée par l'AREA. Pour bénéficier de prestations in-house de la part de la SPL Area, la CCB doit entrer au capital de la SPL Area. Le coût pour la CCB pour entrer dans ce capital social de la SPL Area s'élève, valeur de l'action 153 €, la prime d'émission 2 945 €, ce qui fait un total de 3 098 €. L'inscription budgétaire fait l'objet d'une délibération soumise au vote lors du présent Conseil et sera donc évoquée lors de la DM3 du budget général 2018. Le bureau des vice-présidents du 26 novembre a émis un avis favorable. Madame Mulac. Oui, j'aimerais bien qu'on nous explique pourquoi toutes ces tergiversations, puisqu'il était question de céder, que la ville de Briançon cède une action. Parce que ça n'est pas légal, Madame Mulac, simplement. Il y a eu des recours en Conseil d'État qui ont fait qu'il a fallu modifier,
qu'il a fallu modifier notre comportement, et c'est pour ça qu'on ne tergiverse pas. Simplement, il y a des textes qui sortent, ils sont sortis il n'y a pas très longtemps, et qui font qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, au lieu de prendre une action à Briançon, on achète une action à l'AREA. Voilà, et pourquoi la prime d'émission est-elle inférieure à celle qui était prévue lors de la session? Alors là, j'avoue que... Si. Bonne question. Elle est inférieure à celle qu'il y avait avant? Oui, elle était de 3 234 € et elle est maintenant de 2 945. Voilà, c'est simplement le fait que, si vous voulez, qu'une prime d'émission permet de constater une participation des actionnaires aux résultats de l'entreprise. Donc ce sont des résultats qui fluctuent. Et partant de là, on a bien fait de souscrire aujourd'hui qu'hier, puisqu'effectivement ça nous coûtera un peu moins cher. Et voilà. Il n'y a pas une grosse différence, mais enfin, c'est simplement des fluctuations de participation. Il y a 200 €. D'accord. 289 € très exactement. Je vous remercie. Monsieur Vioujas. Cette délibération n'est pas opposable à l'arrêt du Conseil d'État du 14 novembre qui précise que désormais, pour participer à une SPL, la collectivité ou le groupement de collectivités devra détenir l'ensemble des compétences correspondant à l'objet social de la société. De toute façon, on a déjà abordé cette question d'objet social tout à l'heure, puisque là, il s'agit de pouvoir intervenir dans le cadre du théâtre, enfin d'un projet culturel. Or, nous avons pris tout à l'heure, dans les compétences nouvelles, justement la possibilité il faut qu'on ait toutes les compétences de la SPL aussi. C'est oui, juste une question. Mais on les a. Alors, si on les a, ben c'est pas, vous m'avez répondu, Monsieur le Président. Si on a toutes les compétences de la SPL, on a toutes les compétences. CCB, vous m'avez répondu. Et je vois que vous suivez avec beaucoup d'attention. Mais ce qui se passe au niveau du Conseil d'État, c'est bien. Non, ben je suis abonné au Monde et c'était un des articles qui pose un vrai problème aux communautés de communes. Mais je vous remercie de votre sagacité et du suivi de ces textes. C'est très bien. Voilà. On aura à aborder le problème sur d'autres SPL. Absolument. Mais on n'en est pas pour l'instant à d'autres SPL, on en est à celle-là. Très bien. D'autres questions? Il n'y en a pas? Donc je mets la délibération au voie. Laisse-le. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Donc à l'unanimité. Alors nous allons passer aux ressources humaines et M. Sébastien Fine va nous parler des modifications du tableau des effectifs. Donc, merci Monsieur le Président. C'est au titre des emplois permanents qu'on est amené à délibérer, notamment pour le service gestion et valorisation des déchets. Alors, ce service de la communauté de communes sollicite la création d'un emploi permanent à temps non complet à raison de 6 heures hebdomadaires sur le grade d'adjoint technique afin d'exercer des missions d'agent polyvalent sur la déchetterie de la Haute-Romanche. C'est au titre de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, qui est vacances d'emploi dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire. En effet, cette mission a été exercée jusqu'à présent par un agent du CIVOM de la Grave-Villard-d'Arène dans le cadre d'une convention de prestation de service. Le CIVOM souhaitant ne pas renouveler et mettre fin à cette convention de prestation de service, il a donc nécessité pour la communauté de communes de créer un poste afin de garantir la continuité de service public. Le coût généré pour la création de ce poste sur l'année est d'environ 5 200 € avec la prime de fin d'année à proratiser en fonction du temps de travail. Et il est précisé qu'auparavant, la réalisation de cette mission coûtait entre 5 et 6 000 € et que ce coût était généré sur le compte 011, charge à caractère général. Donc le conseil communautaire est appelé à approuver la création de cet emploi permanent à une hauteur quotité de 6,35e. L'avis du bureau du 17-12 a donné un avis favorable. Délibération. S'il n'y en a pas, je la mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Monsieur Olivier Fons va nous parler maintenant de la DM3 ou du budget général. Voilà, donc suite à la prise de participation qu'on a évoquée précédemment, donc il faut enregistrer comptablement les opérations. On aura donc, pour ce qui est de la section d'investissement, la matérialisation des 153 € de titres de participation et une diminution de la section de fonctionnement à hauteur de 2 945 € pour constater la comptabilisation en fonctionnement des 3 098 € liés à cet investissement. Donc au BP 2018,
On avait donc provision pour investissement futur 2 814 284,95 € qui avait été budgété, ou budgétisé comme on le veut. Suite à l'ADM numéro 1, les crédits sont passés à 2 762 103,95 €. Suite à l'ADM 2, on est à 2 730 889,95 € et après celle-ci, on est donc à 2 727 791,95 €, soit une baisse sur l'année 2018 suite à ces modifications de 86 493 €. Voilà, donc vous avez effectivement les nouveaux équilibres en fonctionnement et en investissement pour constater les 2 945 en charges financières qui sont effectivement la prime d'émission, avec diminution du virement à la section d'investissement. Pour ce qui concerne l'investissement, la matérialisation des 153 € de participation. Et pour équilibrer le tout, il faut donc enregistrer les 3 098 en immobilisation en cours en diminution. Et la reprise du virement de la section de fonctionnement. Voilà. Parfait. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions sur cette délibération, qui est un rééquilibrage qui tient compte effectivement de l'action SPL que nous acquérons. Je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, M. Sébastien Fine va nous parler d'un sujet extrêmement chaud. Des fourrières animales, les fourrières automobiles. Modification des tarifs. Donc concernant la fourrière animale, au vu de la nouvelle organisation de fonctionnement du service, c'est-à-dire la création du chenil au niveau de Saint-Chaffré, la possibilité de faire appel à un prestataire extérieur et l'arrêt du partenariat avec notamment la société protectrice des animaux, il est donc proposé une évolution des tarifs et notamment des frais de garde de jour qui passeraient de 10 € à 15 €. Les frais de prise en charge resteraient à 70 € majorés les week-ends et entre 19h et 7h du matin. Et les forfaits d'identification à 65 €. La commission TEDD du 6 novembre et la commission AGF du 15 novembre ont émis un avis favorable, le bureau également le 26. Voilà, simplement pour faire évoluer les tarifs compte tenu notamment de faire la volonté de faire appel à un prestataire extérieur. Questions? Pas de questions. Je mets la délibération en voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Fourrière automobile. Concernant la fourrière automobile, vous savez que les tarifs sont encadrés par arrêté ministériel. Donc il a été actualisé le 10 août 2017 et il est donc proposé d'actualiser ces tarifs des frais de fourrière en sachant qu'ils n'avaient pas été actualisés depuis 2017 avec l'évolution notamment des tarifs en vigueur TTC pour les voitures particulières qui passent de 116,80 € à 117,50 € et les frais de garde journalière qui passent de 6,19 € à 6,23 €. La commission TEDD a donné un avis favorable, également la commission AGF au mois de novembre, le 15, et le bureau du 26 novembre également. Monsieur Pétieux. Oui, Monsieur le Président. Est-ce qu'on pourrait faire un petit point, puisqu'on y est, sur les conditions d'exploitation de la fourrière automobile pendant les périodes de haute affluence touristique et de congés de personnel, etc., et de constance et de présence de ce service? Alors, vous savez qu'on a donné la capacité à des privés de faire le travail d'enlèvement, avec réquisition du maire et de la police municipale ou des services équivalents sur place. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus de service au niveau de la communauté de communes qui s'occupe de l'enlèvement des voitures. Donc ce travail-là est toujours... On l'a fait dernièrement en Briançon pour les 2 camionnettes des zadistes qui occupaient le pavillon du gouverneur. C'est un prestataire qui a un contrat avec la mairie. Nous avons plusieurs prestataires. Si le premier est saturé, il y en a un deuxième qui enclenche et éventuellement un troisième. Et ça marche bien. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on peut répondre correctement à la demande, parce qu'avant c'était un peu particulier d'avoir quelqu'un
de la communauté de communes qui interviennent à Briançon alors qu'ils devaient en même temps intervenir à Montgenèvre ou intervenir à Monétier ou ailleurs. Donc on a fait ce choix qui aujourd'hui est en place et qui fonctionne. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Partiellement, oui, j'ai trouvé que la procédure, elle était un petit peu lourde, pour l'enlèvement, parce que... Elle est plus lourde maintenant, hein. À partir du moment où le maire prend la décision oui, non, mais c'est-à-dire qu'il y a intervention, police municipale, etc. C'est une obligation. Tac. Et c'est un petit peu plus lourd, qu'avant. Non, c'est pas plus lourd qu'avant, c'est pareil. Il fallait toujours qu'il y ait soit la police municipale assermentée, soit un policier assermenté pour pouvoir accompagner l'enlèvement. Ça, c'est la loi. Que ce soit ici ou ailleurs. C'est pas un choix que nous faisons, donc il n'y a pas plus de lourdeur, bien au contraire. On a, je vous dis, suite à la mise en place par un privé de ce ramassage, une réactivité qui est extrêmement importante. Oui, je pensais qu'il y avait quelques consignes qui avaient été données par rapport au coût du prestataire et donc à la nécessité vraiment importante de procéder à l'enlèvement pour le faire venir, quoi. Non, mais alors le prestataire, de toute façon, il y a un choix, il a un tarif qui a été fixé par lui en accord avec nous, qui est supérieur à celui que nous parce que aujourd'hui, l'État nous impose des plafonds, aussi bien pour l'enlèvement que pour la garde. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les tarifs qu'on veut. Et nos tarifs, même mis au plafond, sont loin de la réalité des coûts effectifs. Donc là-dessus, là aussi, moi personnellement, je trouve ça choquant, mais c'est comme ça. C'est la loi. La loi nous impose des tarifs plafonds. On peut faire en dessous, mais le plafond, il est fixé et on ne peut pas le dépasser. Et le prestataire qui intervient privé est plus cher que ce que nous allons demander à celui à qui on aura enlevé la voiture. Voilà. C'est comme ça. Et ça. La décision de mise en fourrière n'appartient qu'à l'officier de police judiciaire. Absolument. C'est pas à n'importe quel. Non. Nous sommes d'accord. C'est parfaitement d'accord juridiquement. Et ça marche bien opérationnellement. Pour les stations, on est satisfait puisque à cette disposition-là. Tout à fait. Voilà. Pas d'autres questions? De petits propos. Simplement pour finaliser un petit peu la discussion, Donc le coût est légèrement supérieur, on est à une vingtaine d'euros. C'est vrai que ce coût-là n'est d'aucune mesure par rapport au coût d'un agent qui serait mobilisé sur l'intervention, hein, parce que ça prend pas mal de temps. Reste quand même une difficulté qu'il faudra que l'on arrive à résoudre en 2019, c'est que encore à l'heure actuelle, les mises en fourrière sont faites par des prestataires privés. Par contre, la restitution des véhicules est toujours réalisée par l'agent de la communauté de communes. Et c'est vrai que c'est l'une des missions qui est l'une des plus conflictuelles, on va dire, parce que l'agent n'ayant pas l'origine de la mise en fourrière, parfois n'a pas les réponses à apporter aux personnes en face à face. Voilà, c'est compliqué. Donc du coup, la réflexion va porter pour l'année 2019 sous l'externalisation totale du service, de la prise jusqu'à la remise. C'est-à-dire qu'on va sûrement solliciter des prestataires pour avoir le flux total jusqu'à la remise, jusqu'à la restitution. Deuxième petite chose, il est à noter quand même une évolution plutôt favorable, et ça c'est au niveau budgétaire pour Olivier Fons et pour les membres de la commission AGF. C'est vrai que cette année, on a une évolution plutôt positive des mises en fourrière qui ont permis de générer des recettes un peu plus importantes que les années précédentes. Il faut quand même avoir en perspective sur ce service-là que certains véhicules sont mis en fourrière avec des mandats judiciaires, hein, par exemple du trafic de drogue, etc. Et que là, il faut bien l'avoir en tête, on n'a pas le retour de cette mise en fourrière parce que les personnes soit ne sont pas solvables, soit finissent en prison, soit etc. Et plus d'autres affaires quand même assez importantes avec des véhicules qui sont parfois gardés plusieurs mois, plusieurs années, de telle sorte à ce que si l'enquête judiciaire redemande de vérifier le véhicule, ils puissent avoir les éléments sous la main. Voilà. Faut aussi l'avoir en tête. On n'en a pas des centaines, mais on en a aussi.
Bien, comme quoi les choses ne sont pas toujours toutes simples. Donc, je mets la délibération en voie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Délibération suivante concerne les dépôts des professionnels en déchetterie. Pierre. Donc là, ça concerne la grille de tarifs pour les déchetteries, sachant qu'il y a eu des évolutions à la fois sur le marché de prestations et puis des évolutions sur la taxe, la TGAP, la taxe sur les produits polluants, dans le projet de loi de finances 2019. Donc il convient d'ajuster les tarifs, en sachant que l'objectif, c'est de faire que les tarifs de dépôt en déchetterie soient au plus près du prix de revient que ça coûte à la collectivité. Donc en fait, vous avez la grille des tarifs, sachant que quand même, dans ces tarifs, le gardiennage et les frais de fonctionnement des sites ne sont pas pris en compte, donc restent encore à la charge de la collectivité. Donc là, vous avez la liste, il n'y a aucun tarif qui sont supérieurs au prix de revient de la collectivité, ils sont soit égaux, soit inférieurs au prix de revient de la collectivité. Donc ça fait quand même des augmentations pour certains qui sont conséquentes, mais on est au plus près des tarifs. Donc il vous est proposé d'approuver la grille des tarifs qui est exposée, que vous avez sous les yeux, que ces tarifs entreront en vigueur au 1er janvier 2019, d'autoriser le président à facturer les dépôts des professionnels selon ces tarifs et ils pourront être révisés à tout moment en fonction des évolutions du coût du service par une nouvelle délibération conseil communautaire. Pas de questions? Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Vente des composteurs plastiques. Donc vous savez qu'il y a eu plusieurs opérations dans l'histoire de la collectivité sur les composteurs individuels. Et donc là, on avait relancé dans la labellisation territoire zéro déchet, zéro gaspillage, une vente de composteurs individuels. Il se trouve que les composteurs en bois partent très bien. Les composteurs plastiques, beaucoup moins bien. Et donc, on fait des soldes. Ce qui vous est proposé, c'est de vendre désormais les composteurs plastiques à 15 € l'unité plutôt qu'à 25, pour que petit à petit, les composteurs plastiques puissent être délivrés. Et voilà. C'est ça qui a évolué. Donc d'abroger la délibération qui présentait ces tarifs, d'approuver le nouveau tarif de vente de composteurs plastiques à 15 € l'unité, d'autoriser le président à facturer aux habitants des composteurs plastiques et de conserver les autres tarifs qu'on avait votés en mars 2017. Très bien. Oui, monsieur Joulas. Pierre, tu me surprends. Ces composteurs, ils ne fonctionnent pas, on le sait tous. Il faut les passer en profit et pertes, il ne faut pas continuer à les vendre. Ce n'est pas un bon signal qu'on donne à nos clients, enfin, à nos... Les composteurs plastiques, alors, il y a eu une époque où il y avait des composteurs plastiques avec un fond plastique. Et cela, en effet, posait problème, parce qu'à partir du moment où ils ne sont pas au contact en direct avec le sol, alors il y avait un système d'aération dessous, mais dans la réalité, ça ne fonctionnait pas, alors que ceux-là, ce n'est pas le cas. Ceux-là, ils fonctionnent. Ils ont un fond, ils n'ont pas de fond, ils sont posés sur le sol, et à partir du moment où ils sont posés sur le sol, ils fonctionnent comme les composteurs en bois, de la même façon, il n'y a pas de problème sur le fonctionnement. Après, les gens, je les comprends, ils préfèrent du bois au plastique, ce qui est plus joli et plus écologique aussi, donc on comprend bien. Alors oui, on n'aurait peut-être pas dû acheter autant de composteurs plastiques, combien il en reste? Je ne sais plus combien il en reste. Si ça ne marche pas, il faut les passer en profit. Une cinquantaine, il en reste. Voilà. On va faire une sculpture. Voilà. On parle de 100 €, 500 €. Non mais, je crois que l'année prochaine, si on n'a pas vendu plus, voilà, on les donnera. On va trouver une solution. Oui, bien sûr. Si, moi j'en ai un en plastique comme ça, il fonctionne très bien. Bien. C'est sûr, c'est mieux. Ah ben c'est sûr. Donc je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Allez, à l'unanimité. Thierry Boucher. Ah non, Pierre toujours. Non, c'est pas. Non, c'est Thierry. Ouais, Thierry. Ouais. Les tarifs Altipolis. Sur les tarifs d'Altipolis qui vont pas révolutionner la face du monde. Donc il vous est proposé en cas de location de 2 ateliers contigus de faire une réduction de 50% sur le montant du loyer
et de maintenir bien sûr les charges afférentes à ces deux ateliers. Concernant la visioconférence dont on souhaite entre guillemets faire la promotion, que ce soit pour les touristes ou également pour les communes et tous les services. Donc un tarif de visioconférence, donc il y a deux possibilités où le matériel professionnel qui a été mis à disposition dans la salle au niveau 0, ou nouvelle application, donc des postes informatiques équipés d'une caméra, d'un micro et d'enceintes qui ont été installés dans diverses salles. Donc pour mémoire, ces équipements ne coûtent pas très cher et je pense qu'au niveau des communes, il faudrait peut-être avoir une réflexion aussi pour s'équiper de ce type de matériel qui a l'air de donner entière satisfaction. Donc pour ce qui est du tarif, le tarif demi-journée pour la visioconférence est de 10 €. C'est vraiment promotionnel. Et pour la journée, 15 €. Et donc pour les locataires de bureaux d'Altipolis, c'est gratuit. Donc concernant les tarifs des photocopies, donc là c'est lié à la renégociation des tarifs globaux de la CCB. Donc c'est une baisse sur le tarif, donc tant mieux pour les locataires et également pour ce qui concerne la téléphonie. Donc par contre pour les badges d'accès à Altipolis, il vous est proposé un tarif de remplacement des badges, donc il y a eu plusieurs badges perdus, et donc là par contre c'est pas tout à fait donné, donc il vous est proposé de proposer la refacturation d'un badge en cas de perte au tarif de 70 € hors taxe, ce qui est le prix du renouvellement de ce type de badge. Je voudrais revenir juste sur la visioconférence. Je trouve que on se veut développement durable, on se veut économe en énergie, on se veut beaucoup de choses, mais on est régulièrement appelé à participer à des réunions qui durent entre une demi-heure et 3/4 d'heure, voire 1 heure. Mais nous, à côté de ça, on a 1h30 aller, 1h30 retour, avec toute la dangerosité et la pollution que ça engendre. Et je pense qu'il faut absolument... Moi, je suis intervenu dernièrement au centre de gestion pour que les réunions au centre de gestion qui ne durent pas se fassent par visioconférence. J'ai réussi à l'imposer à la préfète il n'y a pas si longtemps. Et je crois qu'il faut qu'on le fasse tous, qu'on se serve de cet outil. D'abord, pour nous, c'est une économie de temps et d'énergie. Et puis, globalement, je crois que tout le monde en sera bénéficiaire. Je serai à l'instant d'une réunion avec le sous-préfet et pour le contrat de transition écologique. Du coup, on était en relation avec Marseille, les Alpes de Haute-Provence et Briançon. À chaque fois, c'est compliqué. Même entre les préfectures, la visioconférence ne fonctionne pas toujours. Donc du coup, ça a été l'occasion justement avec le contrat de transition de dire au moins si ça peut avancer et les services de la préfecture s'en occupent. Mais je pense qu'en effet, il faut qu'on redise à chaque fois, on veut des visios. Alors il y a des moments, c'est bien de se voir, hein, mais régulièrement, là en l'occurrence, ça vaut pas le coup de venir de Marseille pour cette affaire, on se connaît. Donc. Bien, donc on met la délibération en voie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Alors, Jean-Louis, tu nous parles de l'aire d'accueil des gens du voyage et de nos rapports avec l'État. L'aire d'accueil, on en entend parler un peu à la radio en ce moment. Hein, elle est en cours de travaux, puisque les travaux de défrichement ont été réalisés à l'automne. Vous en êtes aperçu en passant au bord de la route si vous avez jeté un petit coup d'œil en contrebas. Concernant le foncier, maintenant, il y a des petites évolutions, puisqu'on s'est aperçu qu'un terrain qui était censé appartenir à un propriétaire privé appartient en fait à la DIRMED. Donc l'objet de cette délibération, c'est d'approuver une convention relative à l'occupation temporaire du domaine privé de l'État. Voilà. En attendant qu'il nous le donne. En attendant, bien sûr, qu'il donne à l'euro symbolique. Voilà. Donc pour information, le juge de l'expropriation était passé à l'automne et avait rendu son jugement conformément aux propositions d'indemnité proposées par la communauté de communes à hauteur de 1,5 € le mètre carré. Donc toutes les acquisitions sont en cours de réalisation.
La SAFER, dans le cadre de son conventionnement avec la communauté de communes de Briançon, transfère à la commune les parcelles situées dans l'emprise projet. Ces parcelles seront ensuite cédées à la CCB à l'euro symbolique. Merci Briançon. Enfin, les travaux de défrichement du site